Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vous me retrouvez toute seule sans Florian parce que je vais vous parler de comment j'ai vécu la grossesse. Je suis actuellement encore enceinte, mais je vais vous parler en fait de ces 7 premiers mois parce que au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis à 34 semaines de grossesse et donc je vais vous parler de comment j'ai vécu tout ce qui s'est passé avant. Donc pour le premier trimestre, je vais déjà vous parler un peu de mes ressentis, de comment j'ai vécu l'expérience du début de grossesse. C'est ma première grossesse, donc c'était quelque chose que je découvrais complètement. Donc du coup, ça a commencé par une extrême fatigue. Vraiment, il faut que vous vous prépariez à ça. Personnellement, moi j'ai été extrêmement fatiguée pendant à peu près un mois et demi. Après, la fatigue s'est doucement estompée, mais c'est quelque chose auquel il faut que vous vous prépariez et que il faut être prêt à y faire face et à trouver des solutions pour contrer ou du moins accepter cette fatigue et réussir à vivre avec. Pour vous donner un exemple, moi je me levais à peu près vers 7-8 heures du matin, je petit déjeuner, je prenais ma douche, je me recouchais vers 9 heures, 9-10 heures, pour ensuite ressortir du lit vers 13-14 heures, manger, refaire une sieste et ensuite être à peu près éveillée entre 17 heures et 21 heures. Donc j'ai fait ça pendant un mois et demi. J'ai accepté, on va dire, cette fatigue de cette fin, en tout cas la fatigue de cette façon-là. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, on est en train de construire un nouvel organe qui est le placenta, et on est en train de construire un bébé. Donc, c'est normal d'être extrêmement fatigué. Ensuite, ce qui a suivi l'extrême fatigue, c'est les nausées. Les nausées sont arrivées juste après. En fait, j'ai fait à peu près un mois et demi d'extrême fatigue où j'ai beaucoup dormi, je me suis beaucoup reposée. Et ensuite, les nausées sont arrivées. Certaines femmes ont des nausées juste pendant quelques semaines. D'autres ont des nausées pendant toute la grossesse. En tout cas, c'est bien de le savoir parce que ça nous permet de nous préparer au fait que ça part pas forcément tout de suite les nausées. Personnellement, elles ont été pas très fortes. En tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'elles étaient très fortes, mais constantes. Donc en fait, quand je me levais le matin, j'avais directement la nausée. Je grignotais quelque chose parce que même si on a la nausée, il faut quand même manger parce qu'en fait, on a la nausée parce qu'on a l'estomac vide, mais aussi parce qu'on a l'estomac trop plein. Donc en fait, il faut trouver un juste milieu et il faut manger régulièrement, mais par petites quantités. C'est vrai que moi, je n'étais pas du tout habituée à ce type de rythme alimentaire. Donc ça a été assez compliqué pour moi de le mettre en place ou en tout cas de vivre mes nausées parce que j'ai pas réussi à le mettre en place en fait. Je mangeais un petit peu, j'avais des nausées, j'étais pas très bien. J'essayais de remanger un petit peu, mais en même temps, voilà, je pense que vous comprendrez quand on a les nausées, on a envie de vomir, on n'a pas forcément envie de manger, donc c'est un peu la balance compliquée à trouver. Moi personnellement, les nausées sont parties vers la semaine 16 à peu près, donc c'était à peu près à 4 mois de grossesse, ce qui est normal. En général, on dit que les nausées partent entre la semaine 12 et la semaine 16, donc moi, elles ont vraiment tenu jusqu'au bout. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du jour au lendemain, elles sont parties. C'est pas ça a un petit peu diminué, hein. C'est vraiment du jour au lendemain. Un jour, je me suis réveillée et je n'avais plus de nausées. C'est assez incroyable à ce niveau-là aussi le corps. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je vous partage. C'est que moi je trouve incroyable ce que le corps est capable de faire déjà en temps normal, mais là encore plus quand une femme est enceinte. C'est incroyable tout ce qui se met en place, tout ce qui se met en marche. Moi je trouve que c'est une machine absolument fantastique. Et là, cette grossesse me l'a encore plus rappelé. Et en plus, en fait, avec toutes les recherches que j'ai pu faire hein, sur comment fonctionne le corps au moment de la grossesse, comment se forme le fœtus, comment on passe d'un fœtus à un bébé, enfin, tous les podcasts que j'ai pu écouter et tout ça, bah en fait, ça m'a encore plus mis devant les yeux que notre corps était une machine, mais incroyable, euh, et qu'il fallait en prendre soin, en fait. Enceinte ou pas enceinte, homme ou femme, euh, voilà, moi c'est ce que je vous dirais en tout cas là aujourd'hui, c'est prenez soin de votre corps parce que en fait c'est une machine absolument incroyable qui, quand on en prend soin, fonctionne très bien, mais
qui peut avoir des petits dérèglements si on ne s'en occupe pas très bien. Bref, parenthèse fermée. Toujours sur ce premier trimestre, je vais également vous parler des compléments alimentaires que j'ai pu consommer et qui m'ont été conseillés. Donc, en complément alimentaire, j'ai pris de la B12, B9, de l'acide folique. Qu'est-ce que j'ai également pris? Du fer, du magnésium. Et par contre, j'ai dû arrêter le complément alimentaire ashwagandha que je prenais pour avoir un cycle menstruel régulier. Parce que, au contraire, en fait, ça permet d'avoir un cycle menstruel régulier. Ça booste la fertilité, mais une fois qu'on est enceinte, faut l'arrêter parce qu'en fait ça peut justement ne pas favoriser l'anidation. Donc bien sûr, tous les compléments dont je vous parle là, c'est des compléments qui m'ont été conseillés par des médecins. Donc je ne vous conseille pas de vous complémenter avec les compléments dont je viens de vous parler, parce que vous n'en avez peut-être pas besoin et que je ne connais pas votre cas médical. Donc vraiment, dès que vous consommez quelque chose en complément alimentaire ou un médicament, je vous conseille vraiment de vous tourner vers un professionnel de la médecine plutôt que de juste y aller au doigt mouillé, quoi. Donc bien sûr, sur ce premier trimestre, il y a également les rendez-vous médicaux. Donc les rendez-vous médicaux importants, déjà pour commencer, c'est un rendez-vous médical chez le médecin traitant pour déjà avoir une prise de sang pour déceler la grossesse, en fait. Parce que même si nous n'avons plus nos menstruations, même si on a fait un test de grossesse, ça peut être complètement autre chose et pas forcément une grossesse. Donc il faut toujours faire une prise de sang pour confirmer la grossesse. Et en général, si vous avez une suspicion de grossesse, le médecin en profite pour faire un peu un bilan général de votre état de santé global en termes de vitamines, minéraux, plaquettes et tout ça, parce que ça lui permet déjà de voir où est-ce que vous en êtes au départ de votre grossesse. Ensuite, après le rendez-vous médical chez mon médecin traitant, j'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue pour démarrer un suivi de grossesse, en tout cas chez mon gynécologue à ce moment-là. Avec Florian, on habitait encore dans le sud de la région parisienne, donc je n'étais pas encore suivie par la sage-femme en accompagnement physiologique et naturel, donc j'avais pris à ce moment-là rendez-vous chez mon gynécologue habituel. Donc là, bien sûr, suite à la prise de sang et suite à l'échographie que j'ai eue, on a pu confirmer qu'il y avait bien un bébé qui s'était niché ici. Et donc, nous avons pu commencer à annoncer la nouvelle à la famille. Ensuite, toujours sur ce premier trimestre, en termes d'activité physique, j'ai personnellement décidé d'arrêter la course à pied. Je n'avais aucune contre-indication médicale concernant à l'implantation du fœtus et tout ça. J'avais simplement envie de suivre mon ressenti et plutôt envie de partir, ou en tout cas de continuer à faire tout ce qui était pilates, yoga, même si ma forte fatigue du premier mois et demi ne m'a pas tellement permis de faire beaucoup de sport. Donc c'est vrai que pendant le premier mois et demi, j'ai pas fait énormément de sport. Par contre, après, je l'ai petit à petit repris, tout doucement, hein, vraiment, j'en faisais pas plus que d'habitude, parce que ça sert à rien d'en faire plus que d'habitude. J'en faisais quand j'en avais envie et quand j'en ressentais le besoin. En termes d'activité physique, moi je vous conseillerais toujours déjà de confirmer avec votre médecin traitant ou votre gynécologue, enfin en tout cas avec le professionnel médical qui vous suit, de confirmer si vous pouvez ou pas continuer votre activité physique que vous faites actuellement. Au début de cette grossesse, j'avais pas forcément d'appréhension, parce que je pense que c'est parce que j'ai fait pas mal de recherches quand même. Je me suis abonnée à une application qui s'appelle Flow, donc FLO. Avant, en fait, cette application, elle suivait mon cycle menstruel pour m'assurer que j'avais un bon cycle régulier et que tout se passait bien. Et donc, je l'ai juste mise en mode grossesse et du coup, tout de suite, j'ai pu suivre ma grossesse. Après, je sais qu'il y a d'autres applications pour le suivi de grossesse qui existent. Il me semble qu'il y a May App. Après, moi, comme j'avais Flow, j'ai pas forcément cherché à avoir d'autres applications. Et en plus, ce qui est très bien avec Flow, c'est que vous avez tout le suivi semaine par semaine et toutes les semaines, vous savez à peu près où en est votre bébé en termes d'évolution et de tout ce qui se passe dans votre corps. Une dernière chose avant de vous parler un peu de comment s'est passé mon deuxième trimestre. Sur ce premier trimestre, une chose qui m'a extrêmement marquée en plus de la fatigue, c'est ma poitrine. Ma poitrine était extrêmement douloureuse. En temps normal, pendant mes cycles menstruels, c'est vrai qu'elle était assez sensible, mais pas à ce point-là.
Donc c'est quelque chose auquel il faut aussi vous préparer, le fait que votre poitrine puisse être extrêmement douloureuse et qu'elle puisse prendre en volume assez rapidement. Moi, dans ma famille, les femmes qui ont eu des enfants et pour lesquelles j'ai pu assister aux grossesses n'ont pas eu une forte prise de poitrine comme ça. Donc c'est vrai que je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que c'était possible. Moi, je vous partage ça. Je vous dis que oui, c'est possible. Oui, on peut avoir une forte prise de, de poitrine et pas forcément qu'au début de la grossesse. Donc pour ce deuxième trimestre, le deuxième trimestre englobe le mois 5, 6 et 7. Donc pendant ces mois-là, en général, on dit que c'est un peu la lune de miel de la grossesse parce que normalement, on est plus fatigué, on n'a plus de nausées, on a récupéré en énergie, on se sent bien, on n'est pas encore trop, on n'a pas encore un ventre trop développé, donc du coup, on peut encore faire pas mal d'activités. On n'a pas encore trop les maux de grossesse comme les jambes qui grossissent avec les œdèmes, les mauvaises circulations et tout ça. Donc c'est vrai qu'on appelle ça la lune de miel de la grossesse. Pour tout vous dire, moi ça a été vraiment le cas. La lune de miel de la grossesse, moi je l'ai senti. J'étais pleine d'énergie, j'avais envie de faire un million de choses. Euh, je dormais super bien. J'ai globalement tout au long de ma grossesse très bien dormi et je dors encore assez bien, même s'il y a un peu plus de nuits un peu plus compliquées. Mais en tout cas, pendant ces 3 mois, j'ai dormi mais d'un sommeil profond et hyper réparateur. Mon ventre ne me dérangeait pas. Je pouvais encore facilement me tourner, facilement me déplacer, facilement me relever aussi d'une chaise, d'un, d'un canapé ou même du lit. Voilà, il faut savoir qu'à un moment donné, on a besoin d'aide pour se relever, ça peut arriver. Donc voilà un peu globalement pour mon ressenti de ce deuxième trimestre. Il a été assez bon, vraiment, je me sentais bien. Donc j'espère que vous aussi, vous vous sentez bien ou vous vous sentirez bien. En tout cas, si ça a été complètement différent, n'hésitez pas à me le noter en commentaire en fait pour me partager votre expérience et voir et comprendre un peu comment chaque grossesse peut se passer. En termes de rendez-vous médicaux, les rendez-vous médicaux, j'ai enchaîné tous les mois la prise de sang pour la toxoplasmose, la rubéole également, et il y a aussi les urines pour vérifier le taux de protéines dans les urines, le taux de protéines et de sucre dans les urines. Donc la toxoplasmose, parce que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, et donc du coup, il faut faire une prise de sang tous les mois pour vérifier que on n'a pas eu l'infection. Parce que pour l'adulte, ça ne pose pas de problème. Cependant, pour le fœtus, le bébé, c'est un peu plus compliqué et ça peut entraîner des retards de développement. Et j'ai été suivie également pour la rubéole jusqu'au 7e mois parce que on s'est rendu compte en début de grossesse que malgré les vaccins que j'ai pu faire quand j'étais petite, je n'étais pas suffisamment immunisée contre la rubéole, donc je pouvais l'attraper, ce qui est également assez problématique pour le fœtus, mais pas tellement pour l'adulte. Voilà, si l'adulte attrape la rubéole, c'est une maladie comme une autre, on l'élimine assez rapidement. Cependant, le fœtus, ça peut l'atteindre et provoquer également des retards de développement. Et les protéines et les sucres dans les urines, ça permet de s'assurer que le corps fonctionne bien en fait, qu'on n'a pas de problème ou en tout cas d'un début de problème de diabète gestationnel par exemple et que nos reins fonctionnent bien. En termes de compléments, j'étais toujours sur les mêmes. Mon médecin a décidé d'ajouter de l'iode parce que j'avais une petite fatigue au niveau de ma thyroïde qui faisait que l'iode permet de booster son fonctionnement. Parce qu'en fait, au début de la grossesse, jusqu'à ce que le bébé ait sa propre glande thyroïdienne, il utilise la nôtre pour se fournir. Et donc du coup, comme il utilise la nôtre, ça vient la fatiguer, ou en tout cas ça vient privilégier le bébé et ensuite donner ce qui reste à la maman. Et donc forcément, comme il prenait beaucoup, j'avais besoin, moi, de mon côté, de booster son fonctionnement pour avoir un reste de quelque chose. Il faut savoir qu'au début de la grossesse, tant que le bébé n'a pas tout formé, il va venir piocher chez la maman tout ce dont il a besoin. C'est ce qui crée la fatigue. Et, euh, et en fait, la maman, elle, ensuite récupère ce qui reste. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant de se complémenter, mais toujours sur un avis médical. Ensuite, en termes d'activité physique, j'ai commencé l'aquagym
parce que le Pilate, je commençais à plus trop réussir à me mouvoir, en tout cas plutôt vers la fin du, du second trimestre. Voilà, plutôt vers le 7e mois, j'ai décidé d'arrêter le Pilate pour privilégier l'aquagym. Et puis en plus, ça me permettait déjà moi d'être au frais, parce que le 7e mois s'est passé en plein mois de juillet où il y a eu de fortes chaleurs. Donc du coup, moi, ça m'a permis de commencer à me mettre au frais, à avoir des petits massages avec l'eau et en plus de pouvoir voilà, me déplacer sans trop sentir cette pesanteur. J'ai continué mes recherches sur l'appli Flow. J'ai également emprunté et acheté des livres. Donc je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations sur les livres que j'ai pu lire ou que je suis en train de lire ou même que Florian est en train de lire pour que vous puissiez voilà, vous inspirer. J'ai également continué à écouter les podcasts que j'avais démarrés. Une série d'interviews de professionnels de santé et qui s'appelle In Utero. Et en fait, c'est une interview de plusieurs chercheurs qui vont faire des recherches autour de la vie justement in utero, ça porte très bien son nom. Donc je vous mettrai vraiment toutes les infos en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Ensuite, mes appréhensions, j'en avais pas tellement. Moi, c'est vrai que j'ai réussi à maintenir une prise de poids assez douce et régulière, donc j'avais pas d'appréhension à ce niveau-là sur est-ce que mon bébé va être trop gros, ou est-ce qu'il est trop petit, voilà, tout se passait bien à ce niveau-là, autant dans ma prise de poids que dans celle du bébé. J'ai par contre eu une forte appréhension qui ont été les chaleurs, parce que de, en temps normal, j'ai déjà tendance à faire des petits œdèmes quand il fait chaud. Pas forcément des gros œdèmes où je peux plus me déplacer et tout ça, mais je vais avoir un peu les doigts qui vont gonfler, les doigts de pied pareil qui vont être un petit peu gonflés et je vais facilement faire un petit peu de rétention d'eau. Mais alors là, avec la grossesse, entre les hormones, le poids du bébé sur le bassin, euh, bah, c'était n'importe quoi en fait. Voilà, je vous dis ça de façon très naturelle, c'était n'importe quoi. Je me suis retrouvée avec des pieds absolument énormes, où on ne distinguait plus ni ma voûte plantaire, ni ma cheville, les malléoles et tout ça. Enfin bref, je me suis retrouvée vraiment à être avec deux vrais poteaux à la place des jambes. Donc, j'ai dû passer par la case bas de contention et chaussettes de contention pour pouvoir disons, contenir et maintenir cette mauvaise circulation et ce problème d'œdème. Mais maintenant, avec les bas de contention, j'arrive à gérer. Je me complémente également avec le, les ampoules, en fait, les ampoules jambes légères de chez Jolie Mama. Ça me permet de booster un peu ma circulation. Là, je fais une cure de 20 jours et après, je vais devoir arrêter parce que il faut arrêter à la fin du 8e mois. Donc, à la fin de ma cure, je démarrerai mon 9e mois de grossesse. On sera en septembre, donc j'ose espérer que les chaleurs seront un peu moins chaudes. Et en fait, durant ce 2e trimestre, il y a une chose hyper importante et que nous avons attendu avec impatience, ça a été l'échographie qui révèle le sexe du bébé. Et du coup, bah, je vous mets un extrait de notre découverte. Coucou. Salut. Ben là ça y est, on se dirige vers le rendez-vous pour l'échographie. Le grand moment. Et oui, on va savoir si c'est une fille ou un garçon. Bon bah ça y est, on ressort de l'écho. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Bon, on sait pas si on va vous le dire en fait. On le dit, on verra si on coupe au montage. C'est une fille. C'est une fille. Donc on sait dans quelle catégorie de prénom dans le bouquin on va aller chercher nos idées. Ouais. Et tout va bien, tout est au bon endroit. en plus d'être une fille, tout est au bon endroit. Mais ça va être grande. Oui, elle va être grande, avec une grosse tête. Et donc pour finir cette vidéo, moi je voulais vous parler de tout ce qui nous reste un peu à faire dans l'appartement,
des recherches qui nous restent à faire et de notre choix d'accouchement physiologique et naturel à la maison. Donc déjà, les recherches qui nous restent à faire, moi il me reste à me renseigner sur les couches lavables parce qu'on on a pris l'option en tout cas d'utiliser les couches lavables. On a quand même pris l'option couche jetable, mais il faut pareil que je fasse une recherche sur les couches les plus respectueuses de l'environnement et du bébé. Donc il y aura, je pense, peut-être une courte vidéo sur mes recherches sur les couches lavables et jetables pour que vous puissiez vous faire votre avis. Ensuite, ce qui nous reste à faire dans l'appartement, pas grand-chose parce qu'en fait, la chambre du bébé est prête. Nous avons déjà acheté le siège auto, le landau et la poussette. Nous avons le lit du cododo. On n'a juste pas de lit pour après le cododo, mais en tout cas, on a déjà le lit du cododo au démarrage. On a la table allongée. On a tout ce qui va être dressing. Donc tout ça, c'est géré. Et on a eu une montagne de cadeaux. Du coup, c'est vrai que le dressing du bébé est prêt, en fait. La petite est bien habillée déjà. Et en plus, j'ai la chance d'avoir un papa bricoleur et qui adore travailler le bois. Donc j'ai une magnifique arche fait maison par mon papa. Donc voilà, ensuite dans l'appartement, on a déjà mis quelques... je vous montre par là parce qu'en fait là ici on a la table basse et on a déjà mis des coins en plastique pour éviter que la petite se cogne. Donc c'est une grande anticipation quand même. Mais bon voilà, comme j'avais déjà des choses à acheter dans les magasins de bricolage, j'en ai profité pour prendre ça au passage et me le sortir de la tête. Comme ça, c'est déjà fait et dès qu'elle commencera à vadrouiller, même à quatre pattes, on n'aura pas à s'inquiéter qu'elle se cogne dans les angles bien pointus de la table basse. Ce qui nous reste à faire encore, c'est installer des barrières et des plexiglas dans l'escalier parce qu'en fait, nous avons un appartement sur 3 étages avec une grande cage d'escalier au milieu de l'appartement. Ce qui fait que la petite pourrait, quand elle va marcher, tomber dans les escaliers ou même passer la tête à travers les barreaux. Donc, pour éviter ça, on va faire une petite installation. Et donc, pour finir, l'accouchement à la maison, je sais que ça peut faire peur, notamment à mes parents. Je sais que mes parents ont peur, mais ça peut faire peur si on ne se renseigne pas. En fait, il faut comprendre que l'accouchement à la maison, ça a existé pendant des années. Certes, il y avait beaucoup de morts en couche. Cependant, on n'était pas accompagné comme on est accompagné maintenant. Moi là, je vais pas être toute seule chez moi. Je vais avoir une sage-femme qui me suit depuis le début de ma grossesse, en qui j'ai une extrême confiance, une très très grande confiance vraiment. Catherine, ma sage-femme, est d'une douceur incroyable et je sais que s'il se passe quoi que ce soit, elle saura gérer la situation. Et si on a un besoin ultime de nous rendre à l'hôpital parce que l'accouchement ne se passe pas comme il faut et il n'est pas optimal, elle saura prendre la décision au bon moment. Sur ce point-là, il faut encore que je me renseigne sur comment préparer l'appartement à subir, on va dire, un accouchement. C'est vrai que il nous faudra du matériel spécifique. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez retrouvé des informations importantes pour vous et que ces informations vous auront été utiles. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.